Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invité ce matin, Nicolas Dufour, qui est directeur général de la BPI, la Banque publique d'investissement. Vous venez de publier le livre La dette sociale de la France aux éditions Odile Jacob. Bonjour Nicolas Dufour. Bonjour. On va parler de cette dette sociale. Pour l'heure, bien malin, celui qui peut dire si la France aura bien un budget pour 2026, si nous allons bien être capables de réduire notre déficit. Dans un premier temps, les députés en discutent en ce moment. Vous êtes inquiet, vous, de ce qui se profile à l'Assemblée et pour notre pays, justement ? Oh bah, qui ne le serait pas? Non, bien sûr. La situation financière de la France, elle est terriblement dégradée. Et ce n'est pas tant le niveau de la dette que l'accélération de son augmentation. C'est qu'elle galope, c'est une espèce de chevauchée fantastique vers une situation qui sera des ruines fumantes si on ne règle pas le problème. Dès le début de votre livre, d'ailleurs, vous donnez un chiffre qui est éloquent. Vous dites sur les 3 500 milliards de dettes, alors quasiment, on y est pratiquement, les 2/3 sont dus aux prestations sociales versées depuis 40 ans à crédit, dites-vous. Est-ce que ça veut dire, pour ceux qui nous regardent ce matin, que le modèle social français tel qu'on l'a connu, ce à quoi on a été habitué, est d'ores et déjà mort et enterré ? Non, il n'est pas mort et enterré, mais un modèle de redistribution qui est financé par la dette n'est pas un modèle. Il a cessé d'être un modèle quand il s'est endetté. Voilà, donc il y a une trentaine d'années, la dette représentait 1% des prestations sociales, ça ne se voyait pas. On pouvait parler encore de modèle. Aujourd'hui, c'est 10%. Ça veut dire que les 3 derniers jours de la retraite chaque mois, ou des prestations d'assurance maladie, les 10% de la prime de Noël dont on a parlé au Parlement hier, c'est la dette. Et ça, c'est pas possible. Il y a la question des aides sociales aussi, puisque vous dites globalement ce sont les prestations sociales qui ont contribué à tout cela. Je voudrais qu'on prenne un exemple cette semaine qui était donné dans l'émission de nos confrères de LCI, La Grande Confrontation. Avec cette question, y a-t-il parfois un conflit entre ces aides sociales et la notion même de travail ? Écoutez le témoignage de Tony Maillet. Il est agent de sécurité à temps partiel et il souhaite y rester. Mais je touche plus avec des compléments chômage et CAF des aides, c'est-à-dire que financièrement parlant, vous avez intérêt à rester chez vous la moitié du temps. Exactement. Alors pour être tout à fait complet, il gagnerait plus naturellement s'il était à temps plein, mais il explique qu'il perdrait dans ce cas-là de l'argent par des dépenses de garde d'enfants, par des dépenses de transport qui viendraient au total modifier l'addition. Au-delà de ce cas personnel, est-ce que vous considérez, vous, qu'on est face à une situation où les aides sociales font parfois plus de mal que de bien? Je ne parle pas à l'individu, je parle à l'économie en général. Bon, d'abord, je pense qu'il faut redonner les ordres de proportion. La retraite, c'est 410 milliards par an. Les aides sociales de la lutte contre la pauvreté, c'est grosso modo 30, y compris les grosso modo 12 milliards de primes d'activité. Et donc, le gros sujet des finances publiques, ce n'est pas les aides sociales. Les aides sociales ont un impact sur les finances publiques, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui ne travaillent pas. Et donc, ils ne produisent pas de la richesse. Et donc, cette richesse n'est pas taxée pour financer le reste, c'est-à-dire la maladie et la retraite. Mais sinon, le gros volume, c'est la retraite. Et ensuite, qui galope encore plus vite que la retraite, c'est la maladie, parce que les maladies chroniques explosent. La maladie, c'est à peu près 300 milliards. Donc, c'est 10 fois plus que les aides sociales. Dans l'ordre des échelles que vous venez de donner, prenons l'exemple de la retraite, puisque vous l'évoquez. Dans votre livre, vous expliquez d'ailleurs qu'il faut accélérer le passage à 65 ans. Vous évoquez un minimum de capitalisation, c'est-à-dire l'idée que chacun épargne pour sa propre retraite. Je vous ai même lu évoquer, je crois, dans la presse cette semaine, les 68 ans, mais toute une partie des Français n'en veut pas. Il y a aujourd'hui des gens qui disent non, je ne veux pas travailler plus longtemps. Est-ce qu'on peut avancer sur ce sujet sans réussir à créer un consensus? Est-ce qu'on peut le faire contre une partie de la population? Mais les Français, on est en démocratie, ils peuvent tout à fait désirer ne pas travailler plus longtemps, mais il faut qu'ils acceptent absolument d'avoir une retraite beaucoup plus faible que prévu. En montant, vous voulez dire? On ne peut pas financer la retraite par de la dette. Rendez-vous compte, les 3 derniers jours de chaque mois, des chèques reçus de retraite par les Français sont financés par nos petits-enfants. C'est totalement immoral. Ça doit cesser. Et tous les pays européens l'ont compris et ont fait les efforts qu'il fallait. Donc la retraite des Allemands est 20% moins généreuse que la retraite des Français. Posez-vous la question. Vous disiez en ordre de grandeur. Et tous les pays européens ont fait ce choix. En ordre de grandeur, ce sont les retraites qui pèsent le plus lourd. Alors, revenons un instant aux aides sociales. Cette semaine, il y a eu ce débat également sur la prime de Noël. Le gouvernement veut la réserver à ceux qui ont des enfants. Écoutez ce qu'en disait Sophie Binet de la CGT, elle était hier sur ce plateau. C'est honteux, c'est indécent. Et aujourd'hui, au lieu de s'attaquer aux milliardaires, le gouvernement va faire les poches de ceux qui galèrent déjà à finir leur fin de mois. Est-ce que c'est une bonne source d'économie d'aller chercher sur la prime de Noël, ou est-ce que, comme Sophie Binet, vous dites, non, allons ailleurs dans ce cas-là? Moi, ce que je pense, c'est qu'on ne va pas y arriver comme ça. C'est-à-dire?
on ne va pas y arriver comme ça. C'est-à-dire si à chaque fois qu'on essaye de se mettre ensemble pour essayer de traiter un problème qui est un problème collectif, comment est-ce qu'on fait en sorte que notre État-providence, qui est un miracle, qui est quelque chose de l'ordre de la sainteté, quoi, c'est notre société, c'est notre patrimoine collectif, on essaie de le faire atterrir de manière à ce que la croissance des dépenses soit au même rythme que la croissance de l'économie qui le finance. Hein. Il y a un conseil économique et social en France. La République, elle est économique et sociale. L'économie finance le social. Si le social galope devant, on est mort. Or, il galope devant depuis 40 ans. Donc, si à chaque fois que quelqu'un dit « je vais faire une petite économie », on lui dit qu'il est ignoble, cruel, que c'est un salaud, etc., et qu'on tape en dessous de la ceinture, on n'y arrivera jamais. La prime de Noël, elle a été créée en 1998. C'était 1000 francs à l'époque. Elle n'a jamais été réévaluée. Jamais. Hein. Donc elle fait partie, dans l'ombre, comme ça, des primes qu'on ne réévalue jamais. Hein. Elle était désindexée. Donc en fait, c'est beaucoup moins qu'avant. Elle va continuer de l'être. La seule question que moi je pose, c'est 10% de la prime de Noël, hein, c'est-à-dire 15 € par bénéficiaire des minima sociaux, c'est de la dette. Est-ce que ça, c'est normal ? Vous disiez à l'instant la santé. Il y a quelques mois, la Cour des comptes, qui n'est pas soupçonnable d'être un organisme d'extrême gauche, disait on pourrait envisager rembourser les frais de santé en fonction des revenus. De dire, en fait, on met plus fortement en contribution les plus aisés. C'est un débat qui se pose depuis des semaines, y compris à l'Assemblée. Est-ce qu'il faut, dans cet effort pour réduire la dette, mettre plus fortement en contribution les plus aisés ? Écoutez, comme les grands postes de dépenses sont la retraite et la santé, la retraite, ça se traite par le report du départ à la retraite, c'est-à-dire on décide d'être vieux plus tard. Parce qu'en France, tout est fait pour qu'on soit vieux le plus vite possible. Et adulte, d'ailleurs, le plus tard possible, en sont des études les plus longues possibles. Hein. Donc il faut être vieux plus tard. Hein. En Israël, c'est 67 ans la retraite. En Allemagne, c'est 67 ans. Et au Danemark, c'est 70 ans. Donc la France ne va pas rester le pays gaulois éternellement qui est bloqué sur 62, 63 ans. Ça n'a plus de sens. Et sur la maladie explose. Elle explose parce que les maladies chroniques explosent. Or, elles sont remboursées à 100%. Donc il faut réaugmenter le reste à charge. On a le reste à charge le plus faible du monde, 5%. Là, se pose la question politique de savoir si on fait un reste à charge sous conditions de ressources. C'est une question qui est posée depuis 2007. Pas depuis quelques semaines. Mais qui est loin d'être tranchée. Elle est posée depuis 2007. Ça s'appelle le bouclier sanitaire. À titre personnel, dans mon livre, je le lis, j'y suis favorable. Merci beaucoup Nicolas Dufour. Je rappelle votre livre, donc La dette sociale de la France, aux éditions Odile Jacob.